Bonjour à tous, bienvenue à Ludovia pour ceux qui n'étaient pas là hier ou que je n'ai pas salué. Je suis Aurélie Julien, chef de projet Ludovia. Donc si vous ne me connaissez pas encore, voilà, vous me mettez un visage sur si on s'est parlé par mail par exemple ou au téléphone. Donc ce matin on va démarrer sur la quotidienneté du numérique en classe et dans les établissements, notre thème de l'année, avec, je ne sais pas si on doit encore le présenter, Jean-François Cerisier, chercheur de renommée internationale, qui est donc directeur de l'unité de recherche Labo Techné à l'université de Poitiers. Voilà, et avec qui on va vous laisser pour 1 heure. Si vous avez des questions en fin d'intervention, bien sûr, on pourra les prendre. Ou, comme c'est Ludovia, vous savez, les échanges informels sont souvent les plus riches et les plus nombreux, donc vous pourrez aussi le retrouver pendant les 2 jours qui restent dans le parc, dans le souk numérique, au cours d'une soirée, etc. Je vous souhaite un bon Ludovia, bonne journée, je vous laisse avec Jean-François. Merci beaucoup Aurélie. Alors, voilà. Donc, thème de l'année, avec le titre de cette conférence, le numérique au quotidien en classe, c'est dépréciatif. Donc le titre de cette conférence doit bien sûr être entendu au second degré. C'est une affirmation de surcroît avec un point d'exclamation. Et en fait, cette affirmation doit plutôt être comprise comme une interrogation. Et comme vous le voyez, comme vous lisez, oui, je regarde, on voit mieux sur ce grand écran que sur mon petit écran. Eh bien, je vais proposer, on fait souvent ça, j'ai proposé un sous-titre ou un titre alternatif. En fait, je ne suis pas l'auteur du titre de la conférence, et comme souvent, et je pense que c'est Eric ou Aurélie. Et pour être plus à l'aise avec le contenu, je me suis permis d'ajouter ce titre alternatif. Donc, le numérique au quotidien, c'est presque la même chose, mais c'est une question. Est-il devenu un nouvel ordinaire scolaire à fréquenter les allées de Ludovia année après année et à fréquenter les établissements scolaires année après année, nous savons tous, et je vois bien que la réponse à cette question est qu'on pourrait enlever le point d'interrogation, mais en tout cas, c'est une question à se poser. Donc, Aurélie l'a dit, elle a dit des choses vraies, des choses fausses. Les choses vraies, c'est que je m'appelle bien Jean-François Cerisier. Mais la chose fausse, c'est que j'ai peut-être besoin d'en dire un peu plus, parce que je ne suis pas sûr d'être aussi connu que ça. Je suis chercheur à l'Université de Poitiers, ça a été dit, et je suis assez fidèle à Ludovia. Assez fidèle, ça veut dire que je suis venu souvent, je ne suis pas venu les toutes dernières années, mais si je suis seulement assez fidèle à Ludovia, je suis totalement fidèle à Aurélie et à Eric, et je les remercie de leur invitation. Je remercie aussi, ils sont peut-être dans la salle, d'ici on voit peu la salle, hein, pour tout vous dire, parce qu'il y a une des lampes qui éclaire très fortement le visage de l'orateur, et les yeux surtout. J'aurais dû prendre mes lunettes de soleil. Et donc, je vais remercier aussi Thierry, Camille, les organisateurs plus généralement et les participants du colloque scientifique. Parce que ce sont eux finalement qui ont proposé cette thématique difficile d'aujourd'hui, enfin de cette année. Et moi je n'étais pas, donc je vous l'ai dit à Ludovia l'an dernier, donc je n'ai pas participé à l'élaboration et au vote qui a permis de choisir cette thématique. Et donc je n'ai pas contribué, pour être honnête, c'est peut-être pas très bien de dire ça ce matin ici, mais pour être honnête, je ne suis pas certain que j'aurais voté pour ce thème. Parce que je le trouve évidemment très intéressant, mais je le trouve surtout très difficile. Mais comme vous l'avez compris, on ne résiste pas à l'invitation d'Aurélie et d'Éric, d'une part, et d'autre part, la préparation de cette communication, de cette conférence, m'a quand même largement fait changer d'avis sur ce choix de thème. Alors voilà, de quoi il s'agit souvent quand on pense au numérique, à l'éducation en général, et au numérique dans l'éducation. Donc moi, avec cette question, cette situation que vous voyez à l'écran, j'en fais mon quotidien de chercheur, essayer de comprendre comment on peut faire entrer des carrés dans des ronds.
Je réalise mon travail de chercheur, je vais en dire un peu plus, au sein de l'unité de recherche technique, donc à Poitiers. Et toutes nos recherches, on est une petite équipe, hein, on est 27 au total, toutes catégories confondues. Et toutes nos recherches, depuis un certain nombre d'années, c'est une unité de recherche qui a été créée en 2012. Donc toutes nos recherches portent sur l'appropriation des techniques numériques par les acteurs de l'éducation. Ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas, enfin on s'intéresse, mais on ne cherche pas à voir si on apprend plus vite, si on apprend mieux, si on apprend autre chose avec les techniques numériques. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre comment les acteurs de l'éducation se saisissent, les acteurs au sens large, je pense essentiellement aux enseignants ce matin, mais les acteurs au sens large, comment est-ce qu'ils se saisissent des techniques numériques, mais comment ils se saisissent aussi des dispositifs institutionnels et plus largement des politiques publiques du numérique dans et pour l'éducation. Et il s'agit de comprendre, et vous allez voir tout de suite le lien avec le quotidien et la quotidienneté, de comprendre un phénomène que nous observons assez précisément et de façon récurrente comme chercheurs, mais que nous tous dans la salle observons, je pense, depuis longtemps, en tout cas régulièrement, c'est l'écart parfois considérable qui sépare des usages numériques prescrits ou prévus des usages réels, et aussi des écarts qui séparent la perception que les uns et les autres d'entre nous, les acteurs de l'éducation, chacun à notre place, avons du numérique dans l'éducation et la façon dont nous construisons ces représentations. En fait, il y a deux questions dans la question, il y a deux questions qui sont liées. La première question, elle est très factuelle, ou elle porte sur des éléments très factuels, c'est-à-dire sur le quotidien réel de la classe et ce qu'il devrait être en application de l'ensemble des prescriptions institutionnelles que j'évoquais à l'instant. La question pourrait être reformulée ou doit être reformulée ici en interrogeant non seulement ce qu'est le quotidien numérique en classe ou dans les établissements, mais la façon dont se construit ce quotidien scolaire et dont il est construit par les acteurs de terrain, quelque part entre les prescriptions institutionnelles et la réalité empirique de chaque classe et de chaque établissement. Et la deuxième question, je dis qu'il y en avait deux questions dans la question, elle porte sur les différences de représentation que tous, de l'enseignant au ministre, sans oublier bien sûr l'élève, le parent, l'entrepreneur EdTech et tous les autres que j'oublie justement. Donc comment est-ce que tous ces acteurs, chacun à sa place, se fait sa représentation de ce qu'est le quotidien numérique, mais aussi de ce qu'il, peut-être surtout, de ce qu'il devrait être. Et en illustration de ça, on voit bien ce débat, c'est parfois ce conflit de représentation, par exemple illustré par cette fameuse consultation nationale avec cette commission sur l'exposition des jeunes aux écrans, l'a bien mal nommée sans doute, et qui illustre ou qui a montré cette diversité de points de vue et qui invite, au-delà du travail de cette commission, dont chacun pensera à ce qu'il voudra, à instaurer, en tout cas sur le principe, un dialogue qui doit permettre de cheminer d'une controverse, on la connaît, mais d'une controverse vraiment argumentée, qui laisse la place non seulement, bien sûr, aux travaux scientifiques, mais à toutes les paroles qui peuvent s'exprimer à ce sujet, et de cheminer donc vers un consensus opérationnel, ce qui ne semble pas être le cas en tout cas pour l'instant. Enfin, on peut imaginer la complexité justement de la situation politique d'aujourd'hui, mais on ne voit pas ce qui sort de cette controverse et on attend qu'il en sorte quelque chose qui soit de l'ordre d'un consensus opérationnel qui permette à chacun d'agir. Alors, si on revient à Ludovia, si on rapporte les questions à Ludovia, au Ludovia 2024, au Ludovia numéro 2021, exprimé avec le lexique, le vocabulaire de l'année, ces deux questions-là que je viens d'évoquer sont celles, un, du quotidien, c'est-à-dire ce qui se passe jour après jour, et deux, de la quotidienneté, c'est-à-dire ce qui renvoie à la manière dont cette expérience du quotidien est vécue et interprétée par chacun et chacune de ceux qui le vivent, ce quotidien. Donc le quotidien est de l'ordre du vécu, du factuel, de la réalité empirique, quand la quotidienneté, elle, relève davantage du ressenti, du subjectif, mais aussi du réflexif. Et on voit d'ailleurs là toute l'importance de la quotidienneté, la façon dont on vit le quotidien au jour le jour, donc l'importance de cette quotidienneté pour l'élaboration itérative du quotidien. Les jours se suivent, bien sûr, sans se ressembler,
souvent, en tout cas sans se ressembler nécessairement, et l'expérience de chaque jour est déterminante pour construire celle du lendemain. C'est vrai de façon générale, c'est vrai pour le numérique en classe et dans les établissements. Et là, je vais faire appel à la mémoire de ceux, je vous vois mal, comme je vous le disais, avec l'éclairage, mais je vois qu'il y a des âges différents dans le public qui est dans cet amphithéâtre, et peut-être que certains se souviennent de ce qui est affiché à l'écran. Je ne sais pas. En tout cas, cet enchaînement, cette importance de la quotidienneté pour construire le quotidien, c'est peut-être ce qui a guidé un certain Premier ministre, dont je vais donner le nom après, qui, avec ses équipes, comme on dit, a fait afficher sur les sites web gouvernementaux, dont le site de l'Éducation nationale dans ses pages sur le numérique, ce slogan qui a beaucoup fait rire à l'époque: jour après jour, améliorons la vie de tous les jours. Je n'ai pas retrouvé le logo lui-même, je l'ai en tête, mais je ne l'ai pas retrouvé. J'ai pourtant cherché sur le site des archives du web, j'ai retrouvé le texte, mais pas le logotype lui-même. En tout cas, c'est peut-être remonté à la surface de la mémoire de certains d'entre vous. Ce slogan, il était sur ces sites web en 1996, et le Premier ministre de l'époque, c'était Alain Juppé, dont on sait dans quelles conditions il a quitté son mandat. Il a été remplacé assez rapidement à la mi-1997, ça a l'importance pour le numérique à l'école, par un autre Premier ministre d'une autre orientation politique, Lionel Jospin, et qui avait mis en place, souvenez-vous, en 1997, et porté fortement une ambition, celle du programme d'action gouvernementale pour la société de l'information, le PACSI. Je reviens au quotidien et à la recherche. Enfin, je n'avais pas quitté le quotidien, bien sûr. Quand on fait de la recherche sur cette question de l'appropriation, qui est au fond une recherche sur le quotidien de la classe, les premières questions fondamentales sont toujours les mêmes, et la toute première consiste à appréhender, à prendre connaissance de ce que font réellement les acteurs de l'éducation, des équipements et des services numériques dont ils peuvent disposer, identifier lesquels, quels services, quels équipements, et comment est-ce qu'ils les mettent en œuvre. Alors pas en général, parce que souvent on lit beaucoup de textes qui parlent de ce quotidien en général, donc pas en général, pas en moyenne, pas tendanciellement, mais en réalité, sur le terrain, on dit à la hauteur du terrain, je trouve que cette expression un peu péjorative, donc sur le terrain, je dirais pour le terrain, sur le terrain, tous les jours, dans la classe, dans les classes, ou bien même ailleurs, à l'extérieur, dans l'établissement, voire ailleurs. Et même si on peut noter des régularités quand on fait ce genre d'observation, qui, j'y reviendrai, n'est pas très simple à réaliser, ce qui prédomine, ça n'est pas la régularité. Ce qui prédomine, c'est la diversité. Et déjà, on voit bien que le quotidien est extrêmement varié, divers, hétérogène, multiple. C'est la diversité du quotidien. Et ce qui frappe aussi, ça c'est pas en rapport avec le concept de quotidien, mais ça frappe quand même quand on est observateur régulier comme je suis, en allant très souvent dans des classes et en prenant le temps de voir ce qui s'y passe et d'échanger avec les enseignants, les élèves, les parents, les cadres, etc. Ce qui frappe, c'est une sorte de mélange, enfin un mélange même, entre sérénité et urgence, structuration et impromptu, je n'ai pas dit désordre, rituel et inventivité, en particulier pour ce qui concerne la place et le rôle des équipements et des services numériques. Donc le quotidien, j'y reviens, j'ai déjà exprimé, le quotidien d'une classe n'est pas celui d'une autre classe, et le quotidien d'un jour n'est pas celui de la veille ni du lendemain. Alors, le chercheur que voilà, qui étudie ce quotidien, pour lui, la première étape, je l'ai dit, c'est relever de la façon la plus objective possible, jamais possible, hein, tendre le plus possible vers ce relevé objectif, relever ce dont sont faites ces pratiques quotidiennes et comment elles s'inventent et comment elles se construisent. Et malgré cette apparente simplicité, certains disent d'ailleurs que c'est tellement simple de faire ce type de relevé que ça ne relève pas d'action de recherche. Alors je trouve ça assez péjoratif pour ceux qui, depuis plusieurs dizaines d'années comme moi, le font. Et moi je prétends, plutôt j'observe, je vis que ça n'est pas si facile que ça. Parce que c'est apparemment simple, c'est le quotidien, c'est apparemment simple, mais ce relevé, il nécessite de déployer des trésors
beaucoup de temps d'abord, et des trésors de méthodologie. Pour vous donner comme ça un peu l'arrière-boutique, le back-office de la façon dont on procède dans nos recherches à technique. Alors ça varie bien sûr selon les recherches, on a toujours plusieurs fers au feu, plusieurs chantiers de recherche en cours. C'est variable, mais la situation la plus fréquente, c'est qu'on associe différentes méthodes, et en particulier on associe des méthodes de collecte automatisée de traces numériques de l'activité des élèves et des enseignants. Ça c'est très précis, c'est très factuel, ça permet de faire un travail en continu dans le temps qui passe, mais c'est très difficile à interpréter si on ne croise pas ça avec de l'observation directe, des entretiens, des questionnaires, des échanges de terrain avec ces acteurs de terrain. On utilise aussi d'autres techniques, comme beaucoup d'autres laboratoires, on utilise beaucoup et de plus en plus des techniques d'oculométrie pour capter des données sur l'attention visuelle de ceux dont on observe l'activité. Et puis d'autres techniques encore, on utilise pas mal aussi, nous, des techniques de géolocalisation fine pour prendre en compte aussi les déplacements dans l'espace des personnes dont on observe le quotidien, on observe les activités, les pratiques. Et la difficulté, et je veux vraiment insister sur ce point, elle est essentielle à mes yeux, parce que c'est un point aujourd'hui, ces années-là, en ce moment, qui est critique pour la recherche. Donc cette difficulté, c'est que la complexité du quotidien, elle est irréductible, et en particulier, elle est peu ou pas compatible avec ce qu'on appelle le réductionnisme épistémologique, c'est la façon de simplifier les situations pour qu'elles soient accessibles à certaines formes de recherche. Et donc, si on veut procéder à l'étude du quotidien, et notamment l'étude de l'appropriation des techniques numériques en classe, eh bien, on ne peut pas s'engager dans des méthodologies qui, aujourd'hui, sont survalorisées en France et ailleurs, c'est-à-dire les méthodologies qui sont strictement expérimentales, qui sont d'un grand intérêt, évidemment, mais dont l'intérêt est ailleurs. Et la deuxième question fondamentale du chercheur de terrain, après avoir relevé autant qu'il le pouvait ce qui se passe vraiment sur le terrain, ce qui se passe concrètement, eh bien, c'est d'essayer de comprendre le sens donné, ça se rapporte à la quotidienneté en fait, hein, le sens donné par les acteurs à la mobilisation qu'ils organisent ou qu'ils font des techniques numériques pour enseigner et ou pour apprendre. Donc le sens que chacun donne à ses actions, donc ça renvoie à la quotidienneté, c'est la question, disons, du pourquoi, du sens. Pourquoi utiliser telle ou telle ressource numérique? Pourquoi ne pas utiliser tel ou tel service, équipement ou ressource numérique? Avec quels objectifs? Pour quelles finalités? Et là aussi, c'est une question à deux faces, à deux dimensions qui s'opposent, mais qui se complètent aussi. Il y a une dimension objective, qui est celle de l'utilité. Finalité rime d'une certaine façon avec utilité. Et son autre face, son autre dimension, complémentaire et totalement subjective, qui est celle de la perception de l'utilité. Et utilité et perception de l'utilité peuvent être très différentes, peuvent différer de façon vraiment substantielle. Vous êtes dans le noir, alors je ne sais pas si ça va vous activer cognitivement, mais je vais vous demander comme ça, en une seconde, d'essayer de comprendre l'idée derrière cette comment on dit, cette image, plutôt le texte qui est sur l'image. Alors non, en tout cas pour certains d'entre vous qui me connaissez, non, 8000, malgré les vagues et les sortes de montagnes qui sont dessinées, 8000 ne désigne pas ici une altitude. 8000, c'est une estimation moyenne du nombre de jours de classe d'une carrière d'enseignant de l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc quelqu'un qui fait une carrière complète ça varie un peu selon les pays, mais en gros, en moyenne, 8000 jours de classe. Ça ne veut pas dire 8000 jours de travail, bien sûr, mais 8000 jours avec ses élèves dans une classe. Donc un très long quotidien scolaire qui pourrait faire croire, et qui fait croire à beaucoup, que autant de répétitions engage beaucoup de monotonie. Et le plus souvent, d'ailleurs, pour ce qu'il s'agisse de l'école, du numérique ou de bien d'autres choses, on associe l'idée de quotidien, le concept de quotidien même, à l'idée d'ordinaire. C'est la banalité du quotidien, c'est le train-train, c'est la routine.
Et pourtant, la banalité du quotidien a fait l'objet de beaucoup d'attention de chercheurs qui ont montré que c'était une fausse évidence. Et puis, chacun d'entre nous, notre expérience commune montre bien que le quotidien est tout sauf banal, et tout sauf ordinaire. Je vais m'arrêter une seconde sur cette idée d'ordinaire que j'ai intégrée au titre alternatif que je proposais et que vous voyez tout à l'heure. Un objet, une personne, une activité d'apprentissage par exemple, est ordinaire parce qu'il ou elle ne se singularise pas, pas par des caractéristiques qui seraient remarquables et qui permettraient justement de faire la différence, de se distinguer des autres. C'est-à-dire que l'ordinaire, et puis son antonyme qui fonctionne de la même façon, l'extraordinaire, renvoie à des systèmes de normes dont on n'a pas toujours une conscience pleine, et que l'on ne remet pas toujours en question. Donc ce système de normes pour l'ordinaire du quotidien, et en particulier ou notamment pour l'ordinaire du quotidien de la classe et du numérique en classe, dans les établissements, ces normes, ce sont celles qui vont du beau au laid, du fort au faible, du facile au difficile, du bien au mal, de l'utile à l'inutile, du rare au pléthorique, de l'autorisé à l'interdit, du bon marché au ruineux, du convenable à l'indécent, etc. Normes que, en bon relativiste que je suis, emboîtant le pas aux théoriciens du relativisme moral, Nietzsche notamment, invite à nuancer ces normes de beauté, de justice, de difficulté, d'utilité ou de licéité. Parce que ces normes n'ont évidemment rien d'universel. Elles ne sont que la traduction, et c'est intéressant de se poser cette question, de penser à ça au quotidien, elles ne sont que la traduction de valeurs arbitraires de communautés dans lesquelles nous trouvons, culturelles et ou politiques particulières, dans un pays donné, dans un espace donné et dans une époque donnée, la nôtre, dont on parle aujourd'hui. Alors l'art, il en était question hier dans la première session du colloque scientifique de Ludovia, sur la thématique de l'année, mais l'approche, disons, relative aux arts. On s'était d'ailleurs exprimé, je l'ai préparé avant, je dis ça à ceux qui s'exprimaient hier, je l'ai préparé ce que je dis maintenant, avant la session d'hier. L'art qui aide beaucoup à penser, alterne entre des productions qui légitiment ces normes, qui les installent, qui les renforcent, parfois d'ailleurs avec des systèmes d'œuvres sur commande. On voit dans l'histoire beaucoup de commandes d'œuvres pour justement communiquer, diffuser, installer ces normes sociales ou culturelles et politiques. Ou bien l'art les questionne, les remet en cause, comme évidemment avec le Renoir de Duchamp ici. Et puis nous aide en tout cas à voir ces normes, à voir ces valeurs, à envisager leurs limites, à les questionner et à voir aussi les dangers qu'elles peuvent finalement, qu'elles peuvent nous faire, auxquels ils nous exposent. Pardon. Il y a une façon de définir l'ordinaire, c'est une façon presque ordinaire de définir l'ordinaire, si je peux dire, c'est définir l'ordinaire comme ce qui est, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, naturellement attendu. Alors, attendu soit parce que c'est une répétition, presque à l'infini, donc c'est ordinaire parce que ce qui va se passer après, c'est déjà passé avant, soit parce que ça relève de l'évidence, l'évidence étant évidemment un concept aussi à questionner, une sorte de prêt-à-penser, en tout cas, un régime de routine bien établi. Mais là, je vais vous donner un exemple. Il y a peut-être des illusions d'ordinaire, et c'est encore affaire d'interprétation personnelle. L'exemple que je vais prendre, c'est l'appel des élèves qui se produit en début de journée ou en début de cours, ça varie selon les lieux et les époques. Donc l'appel des élèves qui relève a priori vraiment de l'ordinaire du quotidien, d'abord, voire du pluri-quotidien, et de l'ordinaire, avec un rituel qui peut varier un peu, qui est propre à chaque enseignant, qui a sa manière de procéder, qui se situe quelque part entre les prescriptions de l'institution et ses choix personnels.
Mais là, on pourrait dire que l'appel est d'une banalité ontologique, par nature. Mais en fait, cet appel n'est pas toujours si ordinaire que cela. L'absence inexpliquée d'un élève, l'arrivée d'un nouvel élève, le remplacement temporaire d'un enseignant absent. Tout ça fait que l'ordinaire ne l'est plus, bien que l'activité elle-même soit restée à peu près inchangée. Henri Lefebvre, qui est un sociologue et philosophe, même si certains discutent la possibilité d'être à la fois sociologue et philosophe, a montré dans un ouvrage très intéressant qui s'intitule « Critique de la vie quotidienne ». Il n'est pas le seul à l'avoir fait, mais il le fait de façon assez magistrale, enfin même magistrale, l'importance de ces activités apparemment anodines du quotidien, comme l'appel, alors qu'elles traduisent en fait la structure profonde de choix politiques et sociaux et de traits culturels. Alors l'appel n'est pas anodin. Pourquoi il n'est pas anodin? Parce qu'au-delà de sa portée pratique et de son caractère, disons, administratif, il témoigne du contrat social, et ça n'est pas rien, relatif à l'éducation, qui instaure l'obligation scolaire. C'est inscrit dans notre Constitution, la Constitution de 1958, et dans cette Constitution, on peut lire « L'organisation d'enseignement public obligatoire, gratuit et laïque, à tous les degrés, est un devoir de l'État. » L'appel est une façon de le dire et de le rappeler et de l'organiser. Alors là, je fais un petit décalage vers l'ordinaire, je vais revenir au quotidien. Alors la notion de quotidien, elle est formellement et empiriquement liée dans sa définition à des questions de temporalité, avec deux caractères temporels, une durée, la journée, 24 heures, et sa répétition infinie tous les jours. Alors beaucoup de chercheurs se sont penchés sur la façon, j'y reviens, dont on pouvait appréhender le quotidien dans la recherche, mais de façon plus générale. Je vous donne quelques exemples de cela, quelques apports de chercheurs à ce sujet. Véronique Naum-Grapp, par exemple, elle montre dans ses travaux toute la difficulté qu'il y a pour saisir l'épaisseur de la continuité, de la récurrence, de la réitération du présent. Et pour ce faire, elle appelle, et je pense que c'est une sorte d'évidence, mais c'est intéressant de la rappeler, l'importance qui doit être accordée aux éléments les plus élémentaires et les plus discrets du quotidien pour pouvoir l'appréhender et le comprendre. Une autre chercheuse, Sandra Logier, dans un article intéressant qui s'intitule « De l'ordinaire au quotidien », eh bien, elle montre que pour appréhender le quotidien, ce qui n'est pas si évident que ça non plus, elle montre que ce n'est pas évident, et elle a une façon de le définir assez intéressante, puisqu'elle le définit, le quotidien, comme étant l'intersection du familier et de l'étrange. Un autre auteur, Stanley Cavell, qui lui aussi montre que c'est difficile de saisir le quotidien, et il montre de façon très très efficace, intéressante, que le problème, quand on veut comprendre le quotidien, ça n'est pas tant de découvrir l'invisible, mais c'est plutôt de voir le visible. C'est-à-dire de voir ce qui nous échappe, qui est sous nos yeux, qui nous échappe non pas parce que c'est caché, donc, mais parce que justement c'est peut-être trop proche de nous. Et du visible, pas toujours évident à observer, mais de l'invisible aussi, il y en a dans une classe. Et je l'ai dit, j'ai choisi de centrer mon propos sur un acteur principal, c'est-à-dire l'enseignant. Mais le quotidien numérique de la classe ou de l'établissement ne se résume pas au quotidien numérique de l'enseignant. D'abord, l'enseignant n'est pas qu'un enseignant, son identité est multiple. Pour ça, je renvoie aux travaux de Bernard Lahire. Son identité est multiple, avec des vies numériques personnelles, professionnelles distinctes, mais dont les frontières sont très poreuses, en tout cas sont poreuses. Et puis, il en va bien sûr des autres, il en va même des autres, et en particulier des élèves, dont les pratiques numériques sont aussi et celles de l'école, E majuscule, et celles de la vie personnelle. Il a ses propres pratiques, ils ont leurs propres pratiques dont on sait qu'elles sont susceptibles d'empiéter sur leur vie d'élève, voire même de la percuter. Et l'enseignant doit composer avec tous ces éléments, y compris, et j'y reviens avec ce sujet que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, avec les pratiques numériques cachées des élèves,
cachés en classe ou dans l'établissement, dont l'ampleur pourrait étonner ceux qui croient encore qu'il suffit d'interdire ces pratiques pour qu'elles disparaissent. La règle, la loi, comme la parole, sont des éléments performatifs, mais dans une certaine mesure seulement, et à certaines conditions qui ne sont pas toujours réunies. Alors, ce quotidien de la classe, il se prépare, et on sait, pas de données là, hein, mais bon, on sait combien de temps donné par les enseignants pour préparer, pour inventer, pour organiser le quotidien scolaire du lendemain ou du surlendemain ou du temps un peu plus lointain est un temps important. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que les 8000 jours en moyenne de classe représentent mal le temps de travail d'un enseignant. Donc il y a beaucoup de préparation, beaucoup de temps de préparation, d'organisation, mais il y a aussi une part d'incertitude, la part d'inattendu du quotidien dans son déroulement ordinaire, et donc la nécessité pour l'enseignant de faire face à tout instant avec des improvisations pédagogiques, didactiques, relationnelles, qui mobilisent beaucoup de compétences, beaucoup d'expérience et une capacité d'agir, et pour autant qui n'empêchent pas qu'il y ait beaucoup d'aléatoires dans le déroulement concret de la classe. Alors pour autant, malgré cette dimension de préparation et cette dimension un peu incompressible d'aléatoire, on doit s'interroger sur les grandes forces qui guident, ou en tout cas qui orientent la façon dont les enseignants peuvent procéder à des choix d'ingénierie didactique et pédagogique, qui sont les choix d'ingénierie didactique et pédagogique du quotidien. Il y a bien des façons d'aborder cette question, mais là, pour en parler ce matin, j'ai choisi de mettre en vis-à-vis deux tendances, et puis de faire ensuite une synthèse entre les deux dans un plan bien connu ternaire. Donc deux tendances se dégagent pour cette construction du quotidien, et pour la construction du quotidien en général d'ailleurs, hein, mais bon, ça fonctionne très bien pour le quotidien de la classe et le quotidien avec le numérique. Pour certains, vous reconnaissez peut-être ces visages, même s'ils sont un peu déformés. Pour certains, la construction du quotidien par l'enseignant est essentiellement soumise à des régimes de pensée qui ne sont pas les siens, à des valeurs qui ne sont pas nécessairement les siennes, à des orientations qu'il n'a pas choisies, qu'il ne perçoit pas toujours dans leur intégralité, et dans une logique finalement d'aliénation au système dont il n'est qu'un des acteurs, mais pas un des acteurs les plus en situation de prendre les grandes décisions, peut-on penser. Pour d'autres, l'enseignant serait totalement délié de cette forme de domination et pourrait donc exercer pleinement ses propres choix, peut-être avec une terminologie sur laquelle je reviendrai, qui est celle de la liberté pédagogique. Donc la première thèse est parfaitement incarnée par les travaux de Michel Foucault, qui attribue, ne parle pas nécessairement du numérique en classe bien sûr, mais qui attribue une importance déterministe, pas déterminante seulement, déterministe, aux institutions dans un rapport donc de domination. C'est aussi celle, donc lui c'est un philosophe, mais c'est aussi celle d'un sociologue, Bourdieu, qui a analysé l'école comme un moyen d'assujettissement social. Et même, je pense que la discussion pourrait montrer des différences de point de vue entre nous, sans doute, même si une forme de radicalisme de son propos divise encore aujourd'hui quand on en reparle. On constate très factuellement, par exemple avec les résultats d'enquêtes internationales comme PISA, que le système éducatif français, ça c'est pas une nouveauté malheureusement, ne permet pas de réduire efficacement les différences de performance scolaire qui sont imputables aux différences d'origine sociale des élèves. La France étant moins efficace pour réduire cette différence, qui participe à l'enquête, régulièrement à l'enquête PISA en tout cas. Et donc, il est légitime de s'interroger avec Bourdieu encore aujourd'hui sur les choix qui sont faits, qui sont des choix assumés ou pas assumés, explicites ou pas explicites, les orientations qui sont prises en tout cas, et qui maintiennent ces différences et construisent donc, d'une certaine façon, la structuration sociale de notre pays. Et dans cette perspective critique, on peut se rapprocher un petit peu plus du numérique et on doit interroger
les potentielles aliénations propres au numérique et aux pratiques numériques scolaires ou à l'absence de ces pratiques. Alors je laisse de côté, j'y reviens encore d'un mot, mais je laisserai de côté la problématique des pratiques juvéniles non scolaires, qui focalisent beaucoup l'attention de tout le monde et sur laquelle il y a beaucoup à dire, pour questionner seulement, ou en tout cas dans le périmètre, des pratiques pédagogiques qui mobilisent des techniques numériques. Mais d'un mot quand même sur les pratiques juvéniles, je pense il faut toujours profiter des tribunes dont on dispose pour affirmer, et on est nombreux ici dans la salle, je pense, à saisir toutes les occasions pour affirmer la responsabilité de l'école pour l'éducation, quant à l'éducation numérique de tous les élèves, pour la réussite de tous les élèves, et la réussite dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire la dimension scolaire, bien sûr, professionnelle, bien sûr, mais aussi personnelle et citoyenne. Alors, je reviens à ces questions relatives aux potentielles aliénations liées au numérique. Alors, je ne vais pas m'engager dans un registre complotiste qui pourrait laisser penser qu'il existe des projets cachés que les promoteurs du numérique scolaire, pourraient pousser dans l'ombre. Mais pour autant, il est nécessaire de porter un regard critique sur les raisons, je les ai dites, pas toujours visibles. C'est pas qu'elles sont cachées, hein, mais elles ne sont pas toujours visibles, et qui sous-tendent globalement les choix relatifs au numérique scolaire, qui globalement, notamment, mais pas que, les politiques scolaires et globalement les marchés du numérique scolaire. Donc il y a bien sûr cette question de marché. L'école est un marché. Alors pour les équipements, ce n'est pas le même type de marché pour les équipements et pour les services et ressources. Pour les équipements, on le voit bien, c'est un marché secondaire, dans la mesure où la plupart des équipements, ou les équipements numériques, sauf vraiment rares exceptions, qui sont utilisés dans les écoles, quand je dis école, c'est école, collège, lycée, bien sûr, n'ont pas été conçus pour elles. Mais c'est quand même un marché très étendu et c'est un second marché très important. Donc je ne fais aucun procès particulier aux entreprises et tech sur les questions des ressources et des services, surtout à celles qui sont peut-être représentées dans la salle, parce que j'ai envie de poursuivre tranquillement mon expérience de Ludovia, mais surtout parce que j'en connais suffisamment, je ne connais pas toutes bien sûr, mais j'en connais suffisamment, on discutait encore hier soir avec certaines d'entre elles, pour ne pas me méprendre sur leurs intentions constructives et surtout sur la sincérité de leur projet. Mais pour autant, on ne peut pas imaginer non plus que les stratégies de certains acteurs, pas ceux-là, d'autres, ne seraient pas davantage guidées par des perspectives de profit que par des perspectives éducatives. Et donc, on ne peut pas non plus ne pas conserver en tête tout le temps que le quotidien numérique des enseignants et des classes est profondément marqué par les choix de ces entreprises qui ne sont pas des choix éducatifs. Pour un exemple, c'est le plus courant, c'est le plus évident, celui de l'accès à l'information. Donc l'accès à l'information est bouleversé, bon, ça tout le monde le sait, je n'entre pas dans tous les détails, mais si on considère que le rapport à l'information institue un rapport à la connaissance, ben, la place tenue par les acteurs majeurs qui permettent l'accès à l'information, bon, essentiellement les acteurs américains et chinois, bouleverse sans qu'on y prenne toujours garde, en tout cas dans le détail, l'un des fondamentaux, l'une des bases de la forme scolaire, c'est celui de la scolarisation de l'accès à l'information. Et dans ses contenus, comme dans ses modalités. Donc il y a une mise en tension critique de l'école, beaucoup plus forte qu'on pourrait imaginer tant qu'on prend un petit peu de recul et qu'on se pose la question, en raison de deux phénomènes tout à fait complémentaires, enfin qui fonctionnent ensemble, qui s'articulent mais qui sont différents. D'abord, il y a l'inflation du volume informationnel et un changement de la nature des informations accessibles. Très très éloigné, si on fait un bond dans le temps en arrière, de quelques dizaines d'années, on voit bien combien c'est différent, quelles sont ces différences, s'agissant de l'information disponible dans sa nature, entre l'information accessible aujourd'hui et celle qui avait été, qui l'est toujours d'ailleurs, mais qui avait été scolarisée, au sens des choix rédactionnels des manuels scolaires, ou au sens des sélections qui sont faites pour constituer les fonds documentaires des centres de documentation, des bibliothèques, des établissements. Ça, c'est un des deux phénomènes. L'autre, c'est la transformation des modes d'accès à ces informations.
c'est une forme de désintermédiation. En particulier, l'enseignant n'est pas toujours médiateur pour l'accès à l'information. Et puis, donc, il y a la désintermédiation, mais il y a aussi la disponibilité permanente de ces informations qui est renforcée par cette connectivité individuelle et quasi universelle de tous, et en particulier des élèves. Et donc, ça fait à bas bruit, on en parle bien sûr, mais c'est quand même à bas bruit, une transgression d'un des piliers de l'école, d'un des piliers de la forme scolaire, et qui repose, là, depuis Condorcet, sur une forme de séparation discutable bien sûr, mais de séparation entre le quotidien de la société et le quotidien de l'école. Chacun peut avoir son analyse, chacun surtout peut avoir son avis, peut porter son jugement, qui peut être positif ou être négatif quant aux effets éducatifs de cette transformation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire, en tout cas sur cette question de l'information, c'est pas du tout suffisant, on ne peut pas se satisfaire d'une réponse scolaire qui serait limitée tout simplement à l'enseignement de l'utilisation efficace des moteurs de recherche pour les informations disponibles, aussi indispensable soit-il cet enseignement-là. Ce qui veut dire qu'après une période longue, finalement, où il était de bon ton, de bonne aloi de dire les technologies en général et les technologies numériques en particulier sont neutres. Ce qui importe au fond, c'est ce qu'on en fait. Et donc le sens sera donné par l'usage. Et bon, et ça évidemment, il y a assez longtemps qu'on sait que c'est faux, et que les services numériques ne sont pas neutres, notamment du point de vue éducatif. L'usage que l'on en fait est bien sûr déterminant, là, du coup je n'ai pas dit déterministe, mais bien déterminant, mais toutes les caractéristiques propres à ces services utilisés aussi. Et en évoquant ça, je pense à ce qui est un peu en haut de la pensée de tout le monde aujourd'hui, ce sont les techniques d'intelligence artificielle générative. On en parlait ce matin en attendant que les portes s'ouvrent, là, sur le perron du casino. Mais bien sûr, ce raisonnement s'étend à tous les autres types de techniques numériques. Utiliser tel ou tel service numérique ou tel autre n'est pas indifférent, y compris quand il s'agit de faire la même chose, de viser le même résultat. Des travaux scientifiques comme ceux que je trouve particulièrement utiles et intéressants de Daniel Peraya sur la médiation instrumentale, qui date d'il y a plusieurs dizaines d'années maintenant, même si Daniel est un chercheur toujours très actif, montre bien que l'instrumentation numérique, et ça c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait évident aussi, en fait, quand on s'intéresse à ces questions-là au démarrage, donc l'instrumentation numérique d'une activité scolaire par exemple, modifie le déroulement de l'activité. C'est vrai que si on prend un logiciel de construction géométrique, on ne fait pas la construction de la même façon avec un crayon de papier, un double décimètre et un compas, et avec un GeoGebra ou autre application qui permet de réaliser ça numériquement. Donc le déroulement n'est pas le même, le produit n'est pas le même, la figure n'est pas la même, mais surtout c'est l'individu, le sujet, l'utilisateur est transformé par son activité, il est transformé par l'activité et par l'instrumentation de l'activité. Alors, sur le principe de ce modèle et surtout sur les enseignements de ce type d'analyse, eh bien, on ne peut pas ne pas s'interroger sur certaines options qui dépendent de l'utilisation de certains types de logiciels et certaines utilisations de certains types de logiciels dans l'éducation. Je vais prendre deux exemples. Le premier exemple concerne les systèmes d'information pour la gestion de l'éducation, les SIGE. Et donc, au fond, concerne une politique qui est menée dans pratiquement tous les pays du monde. Pas forcément exactement de la même manière, mais en gros avec les mêmes principes. C'est-à-dire modéliser les systèmes éducatifs au travers de systèmes d'information nourris de données sans cesse plus nombreuses, sans cesse plus précises, sur les différentes composantes du système, notamment sur les enseignants et leurs élèves. Et on ne peut que voir des promesses intéressantes et des opportunités intéressantes à cela. On peut partager l'intérêt de cette approche pour piloter avec une plus grande efficacité. L'efficacité se mesure de différentes façons, hein, mais là, l'efficacité, moi je l'entends au sens de l'efficacité éducative, hein, pour une meilleure réussite des élèves. On peut avoir d'autres critères, bien sûr. Hein. Donc pour piloter avec une plus grande efficacité des institutions éducatives dont tout le monde connaît la complexité folle, on pourrait dire,
tellement folle d'ailleurs qu'on peut se demander si cette complexité est réductible à la logique des systèmes d'information, mais c'est une autre question. Et donc, cette complexité, qu'il s'agisse du recrutement des enseignants, de leur affectation, c'est compliqué, de l'organisation de leur formation, de l'évaluation continue des élèves, de la réorganisation des cursus, de l'évolution des cadrages pédagogiques et didactiques. Tout ça peut être plus ou moins appréhendé au travers des systèmes, ou grâce, comme on voudra piloter en tout cas, avec des systèmes d'information, de gestion de l'éducation. Mais on peut, donc ça c'est l'efficacité, c'est le versant positif de ce projet, de ces projets. Mais on peut aussi dire que ça témoigne d'une orientation lente mais puissante vers des sociétés de la surveillance et du contrôle. Je pense notamment là à l'évaluation des élèves en disant ça. Avec des dispositifs où les acteurs de terrain, notamment les enseignants, les élèves aussi et d'autres, tous les autres, mais notamment les enseignants, et c'est quand même une mise en abîme assez qui interroge, hein, sont mobilisés pour fournir une partie notable des données qui sont injectées dans les systèmes d'information et saisir des données quand on est enseignant, des données sur soi, des données sur la classe, d'autres données sur l'établissement, sur les élèves. Eh bien, c'est une activité très chronophage qui vient en substitution d'autres tâches que les enseignants, par exemple, peuvent juger à tort ou à raison plus productives. Alors, je ne sais pas, alors là, du coup, je ne vous vois pas plus du tout, mais qui parmi vous, population un peu mélangée du point de vue des métiers, mais quand même, qui parmi vous, s'il y a des enseignants ou d'autres professionnels de l'éducation, n'a jamais l'impression de consacrer non pas du temps, mais trop de temps, à renseigner des systèmes d'information sans percevoir pour autant l'utilité que ça présente en retour pour lui. Donc ça, c'est un premier exemple d'approche critique de ce que le numérique et les orientations du numérique sont. Deuxième exemple, qui est aussi très actuel, j'ai volontairement laissé de côté les IA génératives, mais pour aborder un autre exemple qui est aussi très en vogue, qui est très important, et qui concerne l'utilisation des techniques d'apprentissage adaptatif. Et de façon plus générale, toutes les techniques qui permettent de personnaliser les parcours d'apprentissage, et le plus souvent les personnaliser en individualisant les parcours et en individualisant les activités d'apprentissage. Quand on regarde les catalogues des entreprises tech, quand on traverse les allées de Ludovia, on voit bien que l'offre éditoriale de ce type de dispositif est de plus en plus important et de plus en plus performant aussi. Hein. Et cette offre de jour en jour, il y a encore des voies d'amélioration sans doute, mais c'est déjà très performant. Alors c'est bien qu'il y ait des voies d'amélioration pour les chercheurs d'ailleurs. On peut contribuer avec certaines entreprises à faire un travail très intéressant pour améliorer leur système. Et là encore, un peu comme ce que je disais tout à l'heure des systèmes d'information pour la gestion de l'éducation, ces techniques, ces dispositifs, ces logiciels d'apprentissage adaptatif, ces systèmes d'adaptive learning, sont de belles promesses, mais pas que des promesses, elles non plus, de vraies opportunités pour mettre en œuvre des pratiques pédagogiques différenciées qu'on avait vraiment envie de mettre en œuvre avant le numérique, qu'il était très difficile de mettre en œuvre, en tout cas dans beaucoup de situations. Et l'assistance du numérique est vraiment précieux. Mais si, autre versant, comme tout à l'heure, si on observe cette tendance avec un peu de recul, au-delà de cet intérêt véritable pour ces techniques, eh bien, on voit aussi qu'elle conduit à une fragmentation de l'expérience éducative. Et en misant sur cette discrimination très fine des besoins individuels, qui n'est pas ce qu'on pouvait faire avant, hein, eh bien, le risque est de réduire la dimension sociale des apprentissages. Et on peut lire alors on peut, ou on doit, je ne sais pas, en tout cas, moi je lis cette tendance comme un reflet, comme souvent d'ailleurs, de la transformation de la société vers plus d'individualisme et plus d'individuation. Et si elle devait devenir massive, cette utilisation de ces techniques et de ces logiques d'apprentissage adaptatif, eh bien, cette systématisation, cette massification viendrait, un peu comme tout à l'heure je l'évoquais pour l'accès à l'information, vraiment percuter
un des autres piliers, un des autres déterminants fondamentaux de notre forme scolaire, c'est sa logique collective. Alors, on parle toujours, je pense et j'espère, de groupe classe. Donc, vous voyez bien l'opposition qu'il peut y avoir entre cette dimension très individuelle et cette dimension collective avec laquelle l'enseignant doit se débrouiller. Je dirais qu'il doit articuler, mais trop d'individualisation pose à terme un problème peut-être, en tout cas questionne la solidité de notre tissu social qui se construit dans le collectif de l'école, avec des risques induits qui sont connus de l'excès de l'individualisme et qui sont pointés depuis des années hors de l'école, hein, qu'il s'agisse de l'affaiblissement de la cohésion sociale, de l'érosion de la solidarité ou des solidarités, l'augmentation des inégalités, les bons deviennent meilleurs et les moins bons les pires, et de tous les effets il y a toute la difficulté qu'il y a à se trouver des valeurs, à se retrouver, de se retrouver autour de valeurs communes. Alors ces deux exemples que je traite sous un mode un peu critique du point de vue négatif peut-être pas tout à fait le mot juste, mais en tout cas en valorisant plus les dangers que les opportunités. Donc ça c'est un point de vue qui est très lié à l'approche de Foucault notamment, mais il y a une autre vision possible du quotidien. Le quotidien peut se construire avec cette forme d'émancipation que j'évoquais tout à l'heure. Donc on peut opposer dans ces deux exemples, ou ajouter à ces deux exemples, beaucoup d'autres pratiques numériques. Vous avez peut-être reconnu l'homme qui est à l'écran, mais je vais donner son nom juste après, qui sont au contraire des pratiques qui sont émancipatrices, qui sont vectrices ou produits de créativité et d'inventivité, qui permettent des innovations et des progrès éducatifs qui ne s'inscrivent pas nécessairement seulement, en tout cas, dans les prescriptions institutionnelles. Donc on peut voir dans les ressorts du quotidien numérique, dans les possibilités qu'offre le numérique au quotidien tel qu'il est construit en classe, des voies d'émancipation et même des voies de subversion pédagogique, une sorte d'opportunité pour des hackers pédagogiques, pour hacker le système, quand le cadre qu'il propose, le système, correspond mal aux exigences et aux possibilités de la situation du quotidien. Alors bon, différents auteurs soutiennent cette thèse qu'on pourrait qualifier de plus optimiste, et c'est le cas de Michel de Certeau à l'écran, dont l'ombre, et pas que l'ombre, plane sans doute sur Ludovia aujourd'hui. Il en était question de Michel de Certeau hier après-midi au colloque scientifique. Et avec cette référence que tout le monde connaît, si vous n'avez pas lu, je vous engage à le lire, c'est vraiment un ouvrage passionnant, L'invention du quotidien. Alors lui, il est philosophe, théologien, historien. Je vais retenir que philosophe pour vos propos. Disparu en 1986, donc il ne s'est pas exprimé véritablement sur le numérique scolaire. Donc peut-être que l'appropriation que je fais de ces travaux n'est pas tout à fait conforme, mais bon, je ne pense pas que je l'égratigne beaucoup non plus. Donc ces travaux de philosophe et d'historien mettre en œuvre, c'est ce pourquoi il est connu, bien qu'il ait produit bien d'autres idées intéressantes, tous les détournements, les bricolages, les braconnages qui témoignent de formes de résistance aux normes sociales, institutionnelles et politiques dans l'action, c'est important, dans l'action. Et on connaît sa formule, ouvrez les guillemets, fermez à la fin. Le quotidien s'invente avec 1000 manières de braconner, c'est-à-dire d'investir un lieu qui n'est pas le sien. Dans ce braconnage, il est qualifié par d'autres de bricolage, donc bricolage en tout cas associé, pas qualifié, mais associé au bricolage, notamment l'ethnologue anthropologue Lévi-Strauss, qui le définit, c'est très intéressant pour le numérique à l'école, comme une forme de créativité où la réflexion humaine est indissociable de l'action et de la logique de l'action et du faire. C'est pourquoi ça ne peut se passer qu'en classe. Ça ne peut pas se passer, bien j'ai beaucoup de respect pour les décisions qui sont prises dans un ministère, ça ne peut se passer que dans la classe. Et comment ne pas voir justement dans ces braconnages et ces bricolages, qui sont potentiellement émancipateurs, ne sont pas toujours émancipateurs non plus, mais ils peuvent l'être, comment est-ce qu'on ne peut pas y voir l'explication des différences que j'évoquais à l'introduction, des écarts que j'évoquais à l'introduction,
entre le prescrit et le réel. Pour De Certeau, comme pour Lefebvre, que j'évoquais un petit peu plus tôt, et avec des mots qui me semblent très utiles pour nous aider à penser le quotidien et à positionner l'institution et l'action de terrain. Donc pour De Certeau comme pour Lefebvre, surtout pour Lefebvre dans les mots en tout cas, les institutions opèrent essentiellement des choix stratégiques, des stratégies, alors que les individus, les enseignants, agissent avec des tactiques qui répondent aux stratégies, pour faire en sorte que les cadrages stratégiques qui sont essentiels soient, le cas échéant, prions un peu transformés, et qu'ils puissent, sur le terrain, les enseignants, s'en jouer. Donc là, vous avez compris que ce n'est pas une attitude non plus, et pour être en pied, mais ce n'est pas une attitude, et donc que si vous savez faire une division par 365, qui n'est pas la division la plus simple à faire de tête, vous allez obtenir 103. C'est l'âge d'Edgar Morin, dont l'anniversaire des 103 ans était le 21 juillet dernier, et 37 670, c'est vraiment le nombre de jours qu'il a vécu, aujourd'hui compris, et jour d'année 366e jour de l'année bissextile compris. Alors cette opposition, je reviendrai à Edgar Morin après, c'est pas le 21, c'est le 8, ça me revient à son anniversaire, 8 juillet. Je connais son anniversaire parce que Edgar Morin a un pied, si je peux dire, une attache en tout cas à Poitiers. C'est un homme qu'on a souvent vu dans des conférences, des débats, des ateliers, moins maintenant ou pas maintenant, mais dans ces dernières années ou ces dernières dizaines d'années, il était assez présent dans un centre de culture scientifique qui s'appelle l'Espace Mendès France à Poitiers. Donc, vous avez vu cette opposition tranchée entre... J'arrive vers la fin, je regarde Eric, je dois encore avoir besoin de, disons, 10 minutes maximum. Cette opposition tranchée, là, entre l'aliénation et l'émancipation, elle anime encore des controverses. Si on dit le sujet d'une table ronde, ça va être discuter les approches de Foucault et de Certeau, le discours va être tranché. Et les controverses restent fortes. Et c'est vrai d'autres chercheurs ou d'autres auteurs, bien sûr, que Foucault et de Certeau. Mais il y a d'autres approches, d'autres propositions, dont les travaux d'Edgar Morin, c'est pourquoi j'ai choisi de parler de lui, et qui montrent l'importance d'articuler les deux. Et montrent aussi comment dans le quotidien, dans la réalité du quotidien, dans l'expérience qu'on en a, si on y réfléchit un peu, on articule les deux. On articule cette vision qui est celle du fait qu'on est dominé par le système et qu'on lui est subordonné, à cet espace dans lequel on peut agir, espace tactique dans lequel on peut agir et dans lequel on construit autre chose que simplement ce qui nous est proposé, voire imposé. Donc à dosage variable, les choix d'enseignants s'inscrivent dans la stratégie de l'État, mais avec des tactiques personnelles, contextuelles et circonstancielles. Et d'ailleurs, vous avez peut-être noté, je ne sais pas s'il y a des collègues de la DNU ici, mais vous avez peut-être noté, moi qui suis ça dans le fil de l'histoire, pas si long quand même, j'ai pas 103 ans, mais ça fait quand même un moment que je m'y intéresse, la façon dont l'État, le ministère, la DNE aujourd'hui, intitule ce qu'il propose et ce qu'il prescrit. Jusqu'à il y a très peu, c'était des plans. Et depuis l'année dernière, c'est une stratégie. Et c'est pas anodin. Je pense que le fait dont le baron ait choisi d'intituler ses propositions, ses prescriptions, au nom de l'État bien sûr, de stratégie, ça se réfère, je ne vais pas poser la question, je la lui poserai, à cette idée de l'État est stratège et l'enseignant est tactique. Et alors, ça s'inscrit dans un contexte juridique. Le contexte juridique, c'est que quand on est enseignant, on est agent de l'État, donc on doit finalement répondre aux prescriptions de l'employeur, l'État. Mais la loi Fillon de 2005 et l'Institut, ça n'avait jamais été inscrit dans la loi la liberté pédagogique des enseignants. Évidemment, on en parle depuis beaucoup plus longtemps, mais elle est dans la loi que depuis la loi Fillon de 2015.
Il y a encore un peu de travail à faire pour les législateurs, parce que quand on lit ce texte de loi, cet article, eh bien, la liberté pédagogique, elle est évoquée, mais rien n'est précisé, ni son périmètre, ni ses modalités. Et pourquoi Édouard Morin? Et pourquoi Edgar Morin? Parce que Edgar Morin a 103 ans, donc 37 670 jours aujourd'hui. Il a encore défendu il y a quelques jours dans une tribune, dans la presse, qu'il était encore plus indispensable que jamais, vous savez, c'est le théoricien de la complexité, de penser la complexité dans une approche qui justement combine stratégie et tactique. Voilà, j'arrive à la conclusion de ce propos sur quotidien et quotidienneté. C'est bien la complexité qui fait l'extraordinaire du quotidien numérique scolaire. Les techniques évoluent sans cesse et certaines sont nous sont très rapidement accessibles, donc très rapidement accessibles à l'école. C'est vrai pour les IA génératives, c'est vrai pour les techniques sur lesquelles on travaille pas mal, la technique de réalité virtuelle immersive, mais nul doute que ça ne dit rien des techniques dont demain sera fait. Celles-ci vont évoluer, l'IA générative et la réalité virtuelle, mais d'autres vont arriver. De même, les pratiques numériques personnelles des élèves comme celles des enseignants évoluent dans les mêmes proportions, rapidement, massivement, et de façon relativement imprévisible. Autre élément, les contraintes qui pèsent sur le quotidien numérique des classes, de façon plus générale d'ailleurs, sont diverses, qu'il s'agisse de, ça on l'observe en direct, de bifurcation politique, de surgissement idéologique, les deux n'étant pas complètement déliés, de contexte économique qui change, ou de sombres perspectives environnementales qui, elles, sont certaines. Alors, avec tous ces éléments, dans ces conditions, comment pourrait-on imaginer que le quotidien scolaire serait ordinaire alors qu'il est bouleversé en permanence, donc il n'y a pas de banalité du quotidien numérique, bien au contraire, donc il ne peut être qu'extraordinaire. Et pour l'enseignant, et j'en terminerai là-dessus, c'est finalement une question, le numérique au quotidien en classe ou dans l'établissement, c'est finalement une question d'éthique, c'est une question professionnelle avec une forte dimension éthique, c'est-à-dire que l'enseignant, son rôle, c'est de créer et de faire fonctionner, mais c'est de créer l'expérience d'apprentissage la plus efficace pour ses élèves, faire au mieux donc, sans nuire à personne. Donc c'est vraiment une question d'éthique professionnelle. Et tout au bout, finalement, c'est la question des compétences de l'enseignant pour qu'il soit en mesure de faire ses choix et de les mettre en œuvre, qui est posée, se référant à l'un des chercheurs les plus connus sur la question des compétences, Guy Le Botterf. Pour lui, ouvrez les guillemets, là, entre guillemets, être compétent, c'est être capable de savoir agir en situation. Et j'en retiens, pour terminer, les 3 conditions qu'il met à cette capacité des enseignants. Il ajoute donc 3 conditions. 1, le savoir agir, pour lequel il souligne notamment, et je le souligne avec lui, la nécessité de vraiment former les enseignants numériques. Formons-nous vraiment les enseignants au numérique. 2e condition, le pouvoir agir, dont notamment mettre à disposition des enseignants à des classes les moyens matériels de l'action de l'enseignant. Les enseignants disposent-ils vraiment des moyens dont ils ont besoin pour pouvoir agir? Et puis, d'où ce Merlin l'enchanteur, c'est Merlin, d'où la 3e condition qui est le vouloir agir. J'en termine là. Le vouloir agir, eh bien, ça suppose un réenchantement du métier de l'enseignement, dans lequel, je vais essayer de nuancer un peu mon propos, peut-être exagérément critique, dans lequel le numérique a beaucoup à jouer pour réenchanter le métier de l'enseignant, s'il avait besoin d'être réenchanté, bien sûr. Je vous remercie de votre attention. Le texte était de Jean-François Cerisier et les décors étaient, non pas de Donald Cardwell, ça devait être plutôt les vêtements, mais étaient d'une association honnête entre Midjourney et moi.